est 22 h. Bonsoir à toutes et à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Dialogue avec la société civile sur l'engagement social des activités qui sont menées par le secrétariat d'État durant la semaine de l'action sociale. Et Djibouti également, un pas de géant pour Djibouti selon la Banque mondiale. Et en Colombie, un attentat contre l'école de police à Bogota a fait 21 morts. Merci à vous de nous rejoindre. Dans l'après-midi d'hier, le secrétariat d'État aux affaires sociales a organisé un dialogue avec la société civile sur l'engagement social au siège de l'UNFD. Et c'est en présence de la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane, de la vice-présidente de l'UNFD, Hassan Mohamed Bilil, ainsi que bien d'autres parlementaires et leaders des associations. Ce dialogue s'inscrit dans le cadre d'une discussion et débat avec la société civile sur le civisme, la citoyenneté, la cohésion sociale, le sentiment d'appartenance communautaire, tel que l'entraide au sein de la communauté, à tout moment en luttant contre la drogue, la pauvreté, la délinquance et le tribalisme. Et dans son intervention, la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane, a indiqué que le but de ce dialogue est de transmettre aux concitoyens et leaders communautaires, jeunes et moins jeunes, l'harmonie et la sérénité qu'apporte le fait de se donner un coup de pouce ou un soutien au sein de la société. Plusieurs maires et jeunes ont participé à cet événement riche en idées et en émotions patriotiques. Après leur rencontre avec les différentes institutions de la capitale, la délégation du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP, avec à sa tête la professeure Fatma Zohra, chef de mission, s'est rendue à Tadjoura. La délégation a été accueillie par le préfet Abdelmalik Mohamed Banoïta en présence du sultan de Tadjoura et des élus de la région, dont le président du conseil régional, Omar Hussein. Les discussions ont porté sur comment les collectivités territoriales doivent avoir une autonomie financière et économique afin qu'ils déclenchent donc un développement endogène à ce que la population puisse avoir un meilleur cadre de vie. Cette question apparaît comme un point nodal. Par conséquent, il a demandé à ce qu'on puisse examiner cette situation au plus près possible, auprès de toutes les parties prenantes, aussi bien les représentants des départements ministériels que des organisations de la société civile, que des élus aussi bien nationaux que locaux, pour apprécier la faisabilité et les défis et les contraintes et les atouts bien sûr aussi de la mise en œuvre de cette décentralisation. En nouvelle nationale, toujours, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan Barre, a reçu hier donc Karine Barclay, directrice générale du pavillon Création africaine du Festival international de Cannes, en vue de la promotion des talents africains dans le domaine du cinéma. Cette réunion s'est déroulée donc en présence du directeur général du tourisme, du directeur de la culture, du conseiller technique culture, du ministre. En effet, cette nouvelle structure créée pour la première fois constitue une opportunité pour la promotion et la mise en valeur des talents africains de manière à contribuer à l'essor économique du cinéma africain. Madame Barclay donc s'est déclarée réjouie de l'accueil chaleureux et fraternel qui lui a été réservé par l'ensemble des partenaires qu'elle a pu rencontrer. Pour sa part, le ministre a souhaité la bienvenue à Madame Barclay en la remerciant d'avoir choisi Djibouti pour effectuer son premier déplacement dans le cadre de ses nouvelles missions. Il a rappelé la richesse de Djibouti en matière de patrimoine naturel et culturel comme le lac Assal, le lac Abbé, le Grand Bara, le volcan Ardoukoba, les îles Moucha ou encore les centres urbains historiques de Djibouti qui ont servi de cadre de tournage à de nombreux films internationaux. Et ce communiqué donc sur l'indice de performance logistique, selon ce dernier, publié tous les 2 ans par la Banque mondiale, Djibouti passe du 134e rang mondial à la 90e place, soit une progression de 44 places. Dans la zone COMESA, le pays occupe le 5e rang. L'indice de performance de la logistique reflète les perceptions relatives à la logistique d'un pays et selon la Banque mondiale, auteur de l'étude, il existe une corrélation forte entre la performance logistique et la pertinence dans les chaînes de valeur ainsi que la qualité des services de livraison ou de production. Pour rappel, l'indice de performance logistique, appelé plus communément Connecting to Compete, est un rapport de la Banque mondiale jaugeant le secteur logistique des pays sur la base de 6 critères clés, citant notamment l'efficacité du dédouanement, la qualité des infrastructures, le coût de passage, la compétence des professionnels de la chaîne logistique, le suivi des expéditions et la localisation des marchandises ainsi que les délais de livraison. Ce rapport est l'équivalent de Doing Business pour l'environnement des affaires et permet aux décideurs
décideurs d'avoir une vision concrète de l'efficacité de leur pays par rapport aux autres en termes d'acheminement des biens entre les frontières et d'accès aux chaînes logistiques internationales. Cette progression s'explique non seulement par les importants investissements réalisés ces dernières années par le pays dans les secteurs portuaires aussi, ainsi que les chemins de fer, mais aussi confirme la vision du pays à devenir un centre maritime international incontournable. Et c'est dans ce cadre que le Doralé Multipurpose Port répond avec aisance aux critères de cet indice sur la performance logistique. Le DMP, comme on l'appelle plus communément, un des piliers de l'économie nationale, écrit le début d'une nouvelle ère riche en promesses, comme le démontre ce magazine de la rédaction. La République de Djibouti progresse sur la carte mondiale. Une fois de plus, le pays voit grand. Le Doralé Multipurpose matérialise la vision du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Une promotion qui passe par le positionnement géographique du pays, au croisement du commerce maritime mondial. Cette infrastructure portuaire que le DMP place le pays en première ligne du trafic maritime mondial. Quelques années après son inauguration, le DMP confirme sa pertinence en accueillant des navires Panamax, c'est-à-dire des dernières générations, capables de transporter 100 000 tonnes de produits. Mardi dernier, en effet, ce fleuron de nos infrastructures portuaires avait accueilli le navire Alkimos Héraclès, un monstre long de 229 mètres. Ce vaisseau transportant 80 000 tonnes de céréales est destiné au ministère de l'Agriculture d'Éthiopie. En accueillant, le DMP confirme ses capacités d'accueil et de performance par rapport aux ports de la région et se positionne comme une plateforme multimodale au niveau régional et même international. Quelques heures après son accostage, les différentes grues mobiles portuaires commencent le déchargement du blé. 12 000 tonnes de blé déchargées par jour durant les 12 à 13 jours que ce navire était au quai. Le blé est directement versé vers deux entrepôts d'une capacité de 50 000 tonnes avant leur acheminement vers l'Éthiopie. Actuellement, le navire vient de commencer les opérations. Nous avons mis deux grues avec une machine, des agri-machines qu'on appelle, qui aspirent la marchandise des cales. Donc on est en train de travailler sur ce navire, disons, des 13 jours maximum. Et vous voyez comme... vous voyez tous ces matériels qui sont actuellement sur place, qui vont acheminer d'un convoyeur vers les silos dédiés. La mondialisation de la deuxième moitié du 19e siècle s'est traduite par une explosion du commerce intercontinental, une diversification des frettes et une transformation rapide des moyens de transport maritime et terrestre. Le DMP utilise les dernières technologies et les derniers équipements afin de répondre aux besoins requis du commerce maritime. La technologie de l'automatisation domine aujourd'hui dans ce secteur et l'efficacité d'un port se mesure désormais en grande partie à la rapidité du transit, mais aussi au coût des transports maritimes proposés. Vous voyez aujourd'hui le DMP est le dernier port de dernière génération. Actuellement, nous avons un ancien port, nous avons un drone de tirant d'eau de 12 mètres. Et ce qui fait la différence, c'est le tirant d'eau des navires. Il n'y a pas de port qui a le même draft tirant d'eau ou le même équipement dans les zones. Ainsi, le Doralé Multipurpose Port s'impose comme le seul port qui répond aux besoins constants des navires de dernière génération, mais aussi en termes de capacité de gestion, avec une grande aisance d'opération dans cette partie de l'Est du continent africain. Une véritable illustration de la volonté du président de la République de dynamiser l'économie nationale et à travers elle, celle de toute la région. Également dans l'actualité nationale, dans le cadre de la lutte contre la délinquance sous toutes ses formes, les gendarmes de la brigade d'Inguela ont mis la main le 16 janvier dernier sur 2 personnes recherchées pour vol de téléphone portable dans une maison occupée par un ressortissant étranger. Après avoir été confrontés à des preuves matérielles, ces délinquants ont reconnu avoir commis une série de vols d'appareils électroniques composés essentiellement de téléphones portables perpétrés dans les habitations. Et pour accomplir leur forfait, ces 2 délinquants ciblaient plus particulièrement les domiciles des ressortissants
commerçants yéménites dans lequel ils s'introduisaient avec ruse en se faisant passer pour des mendiants. Au cours de leurs investigations, les gendarmes ont interpellé un complice qui avait la charge d'écouler les téléphones volés sur le marché noir. Au total, 30 téléphones portables de diverses marques ont été saisis auprès de nouveaux acquéreurs. Il est à souligner que ces deux personnes sont des récidivistes et sont réputées pour des faits similaires. Et compte tenu de la gravité des faits, les personnes impliquées dans cette affaire en qualité d'auteurs, complices et receleurs seront traduits devant la justice pour répondre de leurs actes. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, la police nationale, en étroite collaboration avec les services de douane, ont saisi plus de 40 cartons de cigarettes de contrebande. Ces cigarettes de contrebande qui n'ont pas été taxées par les services de douane ont été introduits sur le territoire national de manière clandestine pour être revendues à divers prix dans toutes les boutiques de notre pays. Cette action menée conjointement par les forces de la police nationale et des éléments de la douane s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les marchandises de contrebande. Ce trafic de plus en plus récurrent constitue un véritable frein au développement économique et une réelle perte pour l'économie nationale. La police nationale, avec les agents de la douane, ont détruit par le feu la marchandise de contrebande conformément aux règles en vigueur. Et de là, nous passons à l'actualité régionale et internationale. Au Yémen notamment, des observateurs de l'ONU chargés de surveiller la trêve à Hodeïda sont sortis indemnes de tirs contre leur convoi hier, quelques heures après que le Conseil de sécurité a approuvé l'envoi d'une mission élargie de 75 membres dans cette ville stratégique du Yémen. Le chef de la mission d'observateurs, le général néerlandais à la retraite Patrick Kamaer, et son équipe sont indemnes, a affirmé Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Il sortait d'une réunion avec le gouvernement yéménite lorsqu'un véhicule blindé portant la mention ONU a subi une série de tirs d'armes légères, a-t-il précisé. L'équipe est rentrée à la base sans autre incident. Les observateurs de l'ONU sont arrivés le 23 décembre à Hodeïda. Ils sont chargés de superviser un cessez-le-feu fragile entré en vigueur le 18 décembre dernier entre les rebelles Houthis soutenus par l'Iran et le gouvernement appuyé par une coalition militaire menée par l'Arabie Saoudite depuis mars 2015. Si les affrontements se sont atténués à Hodeïda, des combats sporadiques continuent de mettre en péril la trêve négociée par l'ONU en Suède dans l'espoir de mettre fin à une guerre qui menace le Yémen de famine. Les belligérants se sont tour à tour accusés d'avoir violé la trêve. Et l'Italie qui adopte le revenu citoyen et la réforme des retraites. Le gouvernement italien a approuvé hier les décrets-lois créant le revenu de citoyenneté pour les plus démunis en vigueur à partir d'avril en abaissant l'âge de la retraite, deux promesses phares des deux formations populistes au pouvoir. Le gouvernement italien donc a approuvé les deux réformes phares de la coalition populiste au pouvoir portant sur les retraites et sur la création d'un revenu de citoyenneté pour les plus pauvres. La réforme prévoit également le versement sous condition de ressources d'une allocation pouvant atteindre jusqu'à 780 € par mois pour une personne seule, 1080 € pour un couple avec un enfant et 1280 € pour une famille avec 3 enfants. La réforme des retraites portée, elle, par la Ligue d'extrême droite de Matteo Salvini, l'autre vice-président du Conseil, annule les dispositions prises en 2011 qui avaient donc relevé à 67 ans l'âge légal de départ à la retraite pour de nombreux Italiens. Le gouvernement estime que le nouveau régime mettra un terme à leur précarité tout en permettant aux travailleurs les plus âgés et les moins dynamiques de partir à la retraite en libérant ainsi des postes pour les plus jeunes. Et le département d'État américain rappelle donc tous ses employés, malgré le shutdown, le département d'État américain affecté donc comme toute l'administration fédérale par le shutdown, a expliqué donc hier avoir trouvé le financement pour assurer le bon fonctionnement de la diplomatie américaine. Le ministère dirigé par Mike Pompeo a demandé à tous ses employés de revenir à partir de dimanche, jour qui marque le début d'une nouvelle période de 2 semaines à l'issue de laquelle les salaires doivent théoriquement être versés. Lundi étant un jour férié aux États-Unis, leur retour effectif se fera mardi. À l'inverse de nombreux employés fédéraux qui, faute d'approbation par le Congrès d'un budget pour l'année 2019, travaillent bénévolement, les 75 000 fonctionnaires du département d'État seront bien rémunérés à partir de cette date. Le département d'État a précisé que ces ressources seraient pour l'instant utilisées avec parcimonie et que les employés mis au chômage technique pendant les près de 4 semaines de shutdown ne toucheraient pas tout de suite de manière rétroactive leur salaire non perçu jusqu'ici.
Et enfin, la Colombie renoue avec le terrorisme. Attentat contre la police à Bogota. La Colombie n'arrive pas à en sortir. La violence terroriste vient de lui revenir en pleine face. Un attentat à la voiture piégée a dévasté la principale école de police du pays, installée dans le sud de la capitale à Bogota. Le bilan des victimes, qui s'est déjà alourdi et reste provisoire, est de 21 morts et 68 blessés. La capitale colombienne n'avait pas connu une attaque aussi sanglante depuis une quinzaine d'années. Un misérable acte terroriste s'est emporté le président Iván Duque, qui a aussitôt décrété 3 jours de deuil national. L'auteur de l'attentat, un Colombien déjà identifié qui est mort dans l'explosion de son véhicule, a certainement bénéficié de complicité. En effet, le kamikaze, a indiqué le procureur général, est entré brusquement dans l'enceinte de l'école des officiers général Francisco à Bogota au volant d'une camionnette bourrée d'un puissant explosif de la pentolite. Il y en avait 80 kilos. Selon des premiers éléments de l'enquête, la voiture qu'a utilisé le terroriste aurait passé un contrôle technique dans une région frontalière du Venezuela où la guérilla est bien implantée. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.